Et bonsoir à tous, vous êtes sur Retour Critique, l'émission où on va parler d'un jeu de rôle. C'est un jeu auquel on a joué, c'est un jeu qu'on a apprécié, et surtout c'est un jeu qui est disponible dans le commerce. Cette fois-ci encore, je suis accompagné par Pierre du Club Calliope. Bon cycle jour, citoyen. Et aujourd'hui, on va parler de Paranoia. Donc, Paranoia, c'est un jeu qui n'est plus tout jeune, hein, on en est à la 7ème édition, je crois. Alors, on en est à la 8ème édition plus 1. Voilà, donc... mais cela dit, on pense que c'est un bon moment pour en reparler. Donc, déjà, Paranoia, qu'est-ce que c'est ? Alors, Paranoia, c'est un jeu de rôle sorti pour sa première version en 1984, qui met les joueurs dans la peau de clones, habitant dans le complexe alpha. Le complexe alpha, c'est un peu le complexe alpha. Disons que c'est là où ils habitent, c'est géré par l'ordinateur, et l'ordinateur est votre ami. Et vous, citoyens, êtes-vous heureux ? Ben, il est obligatoire d'être heureux dans le complexe alpha. Happiness is mandatory. Avec mon bon accent anglais. Ouais. Donc, on va jouer dans une espèce d'utopie, dystopie bizarre. On est tous des clones. Donc chaque joueur a un nombre prédéfini de clones à l'avance. 6. Et on va devoir donc faire des tâches dans le complexe alpha qui nous sont données par l'ordinateur, sachant que c'est un petit peu toute la connaissance du monde qu'on en a. On n'a pas conscience qu'il y a d'autres créatures vivantes. Pour les gens du complexe alpha, il n'y a que les humains et les robots. Tout est programmé, tout est à la chaîne et tout est fait pour que vous soyez le plus heureux possible, citoyen. Cela dit, on a quand même une espèce de système de hiérarchie qui va fonctionner avec des accréditations pour donner accès à certaines informations ou certaines zones du complexe. Ou certains privilèges. Qui permettent d'être encore plus heureux. Et donc... Sous-entendez-vous qu'un grade inférieur serait pas heureux ? J'ai dit qu'il était moins heureux. Vous envisagez donc la possibilité que quelqu'un ne soit pas heureux ? Jamais. Sinon, il doit se diriger vers l'incinérateur le plus proche. En effet. Voilà. Les niveaux d'accréditation vont d'infrarouge à ultraviolet. Infrarouge, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, ultraviolet. Sachant que le rang ultraviolet, c'est ce qu'on appelle les grands programmeurs. Ce sont ceux qui ont créé, développé l'ordinateur et le complexe alpha. Donc après, on va jouer du coup des clones dans complexe alpha. Et comme on a pu déjà un peu l'exprimer, la grosse mécanique du jeu va être qu'on est obligé d'être heureux, on est obligé de suivre les directives de l'ordinateur pour être heureux, et au cas où on ne le fait pas, on est dans la merde. On est reconduit vers l'incinérateur le plus proche où on a des escouades qui viennent nous voir parce qu'on est considéré comme des traîtres. Et c'est un petit peu tout le sel du jeu. Parce que le jeu s'appelle Paranoia aussi pour une bonne raison. C'est parce que votre but, ça va être de faire les choses au mieux et de dénoncer vos petits camarades auprès de l'ordinateur pour dire tout ce qu'ils ont fait de mal. Ou pas, hein, on peut très bien dire ils ont fait ça de mal alors que c'est faux. Oui, mais tu oserais mentir à l'ordinateur ? Moi non. Mais certaines personnes, certains traîtres, les communistes notamment. Les communistes, c'est quoi un communiste ? Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. Ouais. La phrase qui sera la plus souvent répétée par le maître du jeu. Ouais. Donc on va jouer dans ce genre d'univers, on va avoir des missions qui sont souvent des missions à la con, on va avoir du nettoyage, du stockage, on va avoir la manutention simple, tout simplement. Et au début, on va dire pour la base, le principe de base. Ensuite on en reviendra un petit peu plus quand on va parler de l'univers. Il y a quand même plus que ça quand on gratte la surface. Mais vraiment, l'idée de Paranoia, c'est ça. Déjà, jouer à Paranoia avec des amis, je vous conseille, mais des gens que vous appréciez vraiment, parce que vous allez vous tirer dans les pattes, et que forcément, on va avoir un petit côté joueur contre joueur quand on fait une partie de Paranoia. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans le jeu de rôle. Donc ça, clairement, ça pourra plaire à ce genre de personnes.
Ensuite, ça reste quand même un jeu qui est très très drôle. Même si le propos est grave, le fond est quand même sur un ton plutôt humoristique. Donc ça permet de... On a vraiment ce gros écart entre cet univers totalitariste et le n'importe quoitisme qui se passe dans le complexe alpha. Et voilà. Est-ce que... De quel n'importe quoitisme parlez-vous, citoyen? Alors je repense notamment à des gens qui ont voulu devenir pirates sur du complément alimentaire. Comment avez-vous connaissance des pirates? Il semblerait que des informations classifiées aient été incluses dans votre cortex cérébral. Je vous invite à vous diriger vers l'incinérateur le plus proche. Paranoïa. Donc voilà, est-ce que du coup l'ordinateur a quelque chose à ajouter? Ceux à qui ça pourrait plaire, à qui ça pourrait déplaire, à qui c'est destiné? Alors, ça pourrait plaire aux maîtres du jeu qui ont envie de faire des coups de pute, qui sont sadiques. Voilà. Sachant que... Mais qui n'ont pas envie de trop se faire chier à être tort. Voilà. L'avantage et l'inconvénient pour les maîtres du jeu, c'est que premièrement, il n'y a pas besoin de tout connaître du bouquin. Dès que quelqu'un vous pose une question sur laquelle vous avez un doute, ou ah merde, j'ai pas encore lu cette section du bouquin, vous répondez tout simplement: vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. Cette phrase passe partout. Les joueurs ont pour habitude de poser la question: alors qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là, comment ça fait ci, comment ça fait ça. Et à force de répéter tout ça, ça créera une sorte de cycle, comment dire, d'acceptation, parce que de toute façon on ne peut rien en tirer, et puis c'est comme ça. C'est vrai aussi peut-être pour les maîtres de jeu qui aiment bien bidouiller leur partie, qui aiment bien les aides de jeu, les choses comme ça. On peut déjà s'amuser à enregistrer énormément de choses avec la voix de l'ordinateur, vu que l'ordinateur est un personnage à part entière, même s'il est joué par le maître du jeu, c'est vraiment quelqu'un qui est très présent dans l'univers. Voilà, si vous avez un ordinateur, un bon micro, un logiciel de mixage instantané... Voir un mauvais micro, c'est mieux. Voir un mauvais micro avec un logiciel de mixage instantané, vous pouvez vous faire des petites voix de l'ordinateur en parlant directement comme ça. Ça fait toujours le bon effet. Parce que clairement, s'il y a personne qui comprend ce que dit l'ordinateur mais qu'on est obligé de le faire, je pense que ça apporte un peu de cachet à la partie. Voire même rajouter des moments où l'ordinateur ne dit rien ou dit des choses totalement incohérentes. Ah non, ce que dit l'ordinateur est toujours cohérent, voyons. Et après, se retrouver avec des joueurs qui disent mais non, mais si, mais non. Hop, vous avez des problèmes, dirigez-vous vers l'incinérateur le plus proche. Les clones ont quand même un nombre de vies limité. Petite chose, ils ont 6 vies. 6 clones. Au bout de 6 clones, ils meurent totalement. Le jeu n'est donc pas totalement... comment dire ? La partie n'est pas totalement finie. Les joueurs peuvent mourir, remourir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça pourrait plaire aux joueurs qui ont envie de tout tester. Ils peuvent se permettre de mourir un certain nombre de fois. Sachant que dans le cadre d'une campagne, ils ont 6 vies pour toute la campagne. Si c'est fait en mode one shot, il faut bien entendu leur donner moins de 6 vies. Après, beaucoup plus létal. Ou être beaucoup plus létal. Voilà. Personnellement, j'ai maîtrisé la campagne qui est disponible dans la V8. Et cette dernière, à part un joueur qui a vraiment tout fait pour se faire buter, à part ça s'est très bien passé. Et on va parler de son univers. Qu'est-ce qui fait son originalité? Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. Qu'est-ce qu'il apporte? Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. Tu veux me dire qu'il a des secrets? Cette information a été censurée. Mais il a de la place pour la créativité? Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. On peut en adapter quelque chose? Vous n'avez pas l'accréditation pour avoir accès à cette information. On disait son univers. Qu'est-ce qui en fait son originalité? Premièrement, un monde post-apocalyptique dont on ne sait rien. Au final, hein. Ou pas. Disons que c'est un monde dans lequel on n'a pas d'historique, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est déjà plutôt pas mal. Officiellement. Enfin, les grands programmeurs, le maître du jeu, lui, c'est tout. Un autre point aussi, c'est l'aspect un petit peu joueur contre joueur, sans pour autant, comme je le disais précédemment, grâce au Civi, que ce soit trop létal. Il y a quand même une possibilité de se tirer dans les pattes, sans pour autant que tout finisse directement.
sachant qu'il est obligatoire d'être heureux, mais il n'est pas obligatoire de se tirer dans les pattes. Vous pouvez très bien jouer de façon coopérative à Paranoia. Voilà. C'est un peu compliqué parce que assez vite les joueurs risquent. Oui, du coup, voilà. chacun risque sa peau, mais c'est envisageable. Voilà. Après, au final, c'est quand même un univers qui est très 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 original parce que on est vraiment dans une espèce de huis clos à grande échelle. Huis clos en monde ouvert. Voilà. Tout est très limité, les connaissances sont extrêmement fermées. Extrêmement fermées, mais référencées, notamment dans la V8. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Le Guide du complexe alpha, dans lequel il y a toutes les informations auxquelles les joueurs ont accès et connaissent. Sachant qu'il y a dans ce petit bouquin, on en parlera après, des sections qui sont réservées au grade d'accréditation infrarouge, rouge, jaune, orange, jaune, bleu, et que si quelqu'un accède à une information à laquelle il n'a pas accès, incinérateur. La vie est simple dans le monde de Paranoia. Ouais. Bref, on est vraiment dans quelque chose de très très particulier au niveau de son univers, et c'est aussi pour ça que le jeu a autant perduré, et c'est ce qui en fait sa force, c'est qu'on est... C'est un gros dépaysement comparé à tout ce qu'on a pu faire. On pourrait très bien être dans l'espace, on pourrait très bien être dans le futur, le passé, dans n'importe quoi. On est complètement paumé et ça fait partie intégrante du jeu. Sachant que le jeu ne compte pas ses cycles, ne compte pas ses années passées. Il parle de cycle année, de cycle an, de cycle jour, de cycle mois, etc. Mais si vous demandez à quelqu'un à quoi ça correspond, il vous dira vous n'avez pas l'accréditation pour accéder à cette information. On a aucun référentiel. 214, voilà. On en est au 214e cycle an, mais c'est pas pour autant qu'on sait depuis combien de temps le complexe alpha existe. Ça peut très bien faire littéralement 214 années pour nous, tout comme ça peut faire 214 mois, tout comme ça peut faire 214 semaines, on sait pas. En plus, on est dans un univers qui est complètement fermé, on n'a pas la lumière du jour et des choses comme ça. C'est vraiment à part. Donc on en a un petit peu évoqué. Par contre, c'est un jeu qui a énormément de secrets, et c'est des secrets qui sont compliqués à découvrir parce que on n'a pas l'accréditation. Voilà, je dirais même plus, ils ne peuvent pas être découverts, ou alors pour les découvrir, il faut vraiment que ce soit fait dans un scénario qui a pour but de permettre aux joueurs de découvrir ces informations. Et je vous conseille même de faire ça avec à la fin tout le monde meurt. Bien sûr. Ça peut être vraiment super drôle à faire. Faudrait pas que l'information te réponde en plus. Voilà. Jamais. Alors, par contre, il y a quand même des gens qui vont chercher à comprendre ces secrets, et c'est là où on va commencer à avoir tout ce qui fait l'extérieur de l'univers, en dehors de cet univers totalitariste. On va avoir des sectes, des cabales, des factions secrètes qui vont former des petits groupuscules. Non, il n'y en a pas, on le sait bien. Mais il n'y a pas d'organisation secrète. Seuls les communistes existent. Les communistes sont nos ennemis. Il faut détruire les communistes. Alors attention, c'est dans le jeu. Moi, je m'en fous. Alors, je sais que sur une ancienne édition de Paranoia, il y avait par exemple la confrérie du canard qui pensait dur comme fer qu'il existait d'autres formes de vie en dehors des humains et des machines, et donc qui aurait entendu parler des canards. Voilà, on est sur ce genre de complot, et donc ça, bien sûr, ça mérite l'élimination pure et simple. Donc on peut après, avec les parties, pouvoir jouer avec ce côté de jouer avec des traîtres, jouer avec dans des mutants. Des mutants, c'est vrai qu'on a les mutants également. Mutants. Les joueurs peuvent recevoir des mutations qui sont quand même assez variées. Ça va du tout simple la pyrotechnie à l'empathie mécanique qui permet de maîtriser n'importe quel robot, sauf l'ordinateur. Généralement, c'est qu'on est exposé à des produits un petit peu louches. Ou par une mutation directement dans le génome du clone. Le clone peut être incarné avec une mutation. D'ailleurs, les humains ne naissent que par clonage. La notion de grossesse n'existe pas. La notion de sexualité est réprimée fortement. Voilà, on est vraiment dans un monde fun, un monde de paranoïa.
Au final, quelle place ça va laisser à la créativité sur ce jeu? En termes de créativité, C'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué. Disons que on peut faire des scénarios de tout et de rien à partir de pas grand chose. C'est un petit peu difficile à dire, mais disons qu'il faut lire et relire, je pense, des scénarios plus que le background de l'histoire pour pouvoir créer son propre scénario. Il y a des jeux de rôle où il faut connaître l'histoire du jeu de rôle pour pouvoir écrire ses scénarios. Alors que là, elle est passée à Serpillière au 3e étage est un scénario à part entière. Exactement. Et à partir de là, il découvre que ci, il découvre que ça, etc. Même pas forcément, hein, c'est juste pour aller au 3e étage, il vous faut une grande accréditation supérieure, vous l'avez pas, et puis il vous faut du matériel, vous l'avez pas, et enfin. Ou alors vous n'avez pas le matériel adéquat. C'est compliqué. Etc. Et on peut pas remettre en question celui qui nous a donné l'émission parce que c'est l'ordinateur, et que l'ordinateur a toujours raison. Et l'ordinateur est notre ami. Et surtout l'ordinateur est notre ami. Citoyen, êtes-vous heureux? Je suis toujours heureux. Tout le monde est heureux dans le complexe alpha. Oui. Ouais. Bref, c'est vraiment un univers à part. On peut, d'un côté, c'est vrai qu'on est très libre au niveau de ce qu'on peut faire et très limité en même temps. Parce que si on sort un peu trop du carcan qui est prévu pour le jeu, on risque vraiment de le dénaturer, c'est dommage. Par contre, on peut penser à toutes les conneries imaginables en termes de missions, en termes de sociétés secrètes et autres. En termes de machines, bref, toutes les petites conneries du quotidien qui ne peuvent arriver que dans le complexe alpha. Et donc on va parler système de jeu. Déjà, est-ce que le système de jeu est générique ou est-ce qu'il est spécifique au jeu? Alors, il y a deux grands systèmes. Il y a le système descent qui était principalement utilisé sur les anciennes éditions et sur l'édition rétro gaming, dont nous parlerons un peu plus tard. Et le système de la V8 qui se base sur un système de D6. Nous avons des attributs, nous avons des caractéristiques qui vont de -5 à +5. On cumule et on lance autant de D6 plus un D6 spécial. Si ce D6 fait 6, c'est un échec critique, c'est l'ordinateur qui intervient et ça fout le bordel. Quand le score est négatif, on lance le nombre de D6 en ignorant ce négatif. Toutes les réussites sont des réussites. Tous les échecs retirent une réussite. Donc on peut même avoir des scores de réussite négatifs. Une réussite étant un 5 ou un 6. Donc c'est un jeu qui n'est pas spécialement facile en règle générale. Il est même plutôt compliqué. Mais après ça reste un petit peu le but. Est-ce que du coup ce système de la V8 apporte quelque chose comparé aux versions précédentes donc, qui étaient en descente? Alors, je n'ai pas joué aux anciennes versions, je n'ai joué qu'à la V8, j'ai jeté un petit coup d'œil aux anciennes éditions, mais de la difficulté, plus de chances de pouvoir foutre le bordel à la table, surtout. Le jeu est quand même beaucoup plus létal, beaucoup plus agressif avec cette V8. Donc on a déjà un petit peu abordé le sujet des spécificités côté MJ et côté joueur. Donc on a bien sûr le MJ qui va devoir interpréter un personnage tout au long de l'aventure, qui va être le personnage de l'ordinateur. Et on va avoir donc nos joueurs qui, pour une fois, ont l'équivalent des points de destin dans d'autres jeux, qui ont plusieurs vies dans un jeu qui va s'avérer extrêmement létal. Voilà. Après, dans le système de jeu, il y a aussi un système de combat. Avec un système de cartes, avec un système de plateau sur lequel on doit poser nos cartes pour avoir des bonus, un système d'initiative. Ce système est dégueulasse. Honnêtement, même moi, j'ai pas l'accréditation pour l'utiliser. Réellement, je l'utilise assez peu, j'utilise rapidement les cartes parce que ça apporte des effets sympas. En fait, le système de combat est un petit peu narrativiste, voilà. Ce qui est pas plus mal au final, hein, vu que les attributs des personnages ne sont pas du tout orientés pour le combat, ils sont orientés pour la maintenance. Donc ça reste quand même intéressant, je pense, même si c'est encore assez confus, ce qui fait que les combats ont tendance à prendre plus de temps qu'ils ne devraient, je pense. Là, on peut en se tout retrouver cas avec le système de cartes tel qu'il est fait dans la V8. On peut se retrouver littéralement avec des combats qui font durer 3 quarts d'heure pour battre juste un ennemi. Voilà, quand on se retrouve avec
me suis retrouvé avec un combat qui a duré plus d'1 heure face à un robot qui demandait pas beaucoup de... qui avait pas non plus énormément de vie, c'est juste que ça y arrivait pas, les actions étaient faites de manière pas coordonnée, enfin le système de cartes, l'idée est sympa, l'exécution, mais... Après, voilà, ça apporte quelque chose, c'est vraiment très très narrativiste, donc ça peut plaire vraiment beaucoup à certains joueurs, parce qu'ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec ce truc. Cela dit, voilà, prenez-le avec des pincettes, ça peut être gênant quand même, ça peut vous ralentir, vous casser le rythme de la partie. Du coup, le système de jeu est plutôt orienté, et je pense orienté pour notre tâche de maintenance, on peut pas vraiment faire tout et n'importe quoi avec notre fiche de perso. C'est orienté pour mourir, le système est orienté pour mourir. Ne serait-ce qu'avoir un D6, le dé ordinateur justement qui sur 6 te fait avoir des grosses emmerdes. C'est une chance sur 6, c'est quoi? C'est 18 16% de chance, 16% de chance d'avoir un échec critique. Il y a 20 idées de problèmes à faire subir à vos joueurs. Donc on relance, moi personnellement je lance à chaque fois un des 20 pour savoir sur laquelle de ces 20 solutions, de ces 20 problèmes il arrive aux joueurs. On peut vraiment se retrouver avec des parties. Disons que le jeu est vraiment orienté en mode vous allez prendre cher. C'est l'idée. Voilà, c'est l'idée. Donc le jeu est orienté vers les joueurs vont prendre cher. D'ailleurs, des joueurs, au niveau de la création de personnages, on est sur quelque chose d'un petit peu particulier, parce que là on va pas avoir besoin de bac, on va pas avoir besoin de choses comme ça généralement, en tout cas pour la création, étant donné que on est un nouveau clone et qu'on est complètement vierge de toute information. Cela dit, le jeu commence déjà à faire qu'on se tire dans les pattes les uns des autres dès la création de personnages, étant donné que le joueur va choisir un attribut et du coup le joueur à côté de lui va perdre la même autant dans l'attribut qu'il a choisi. Voilà. Et en fait on va tourner comme ça, chaque joueur choisit un attribut, le joueur à côté de lui perd autant dans cet attribut, en choisit un autre et on fait le tour de table et on finit comme ça par avoir nos fiches de perso. Donc pas une fiche de perso qu'on a spécialement envie et surtout avec... du coup, on peut garder un petit grief de son camarade à côté de lui qui nous a mis une stat pourrie. Ouais. Voilà. Le jeu au final met l'accent sur les personnages, mais bon, malheureusement, les personnages ne vont pas vivre longtemps. Par contre, est-ce que tu dirais que c'est plus orienté one-shot ou orienté campagne? À mon avis, un peu les deux. Un peu les deux, disons. Le jeu s'adapte facilement aux deux formats. C'est le genre de jeu... le problème, c'est que si les joueurs en campagne, on peut se retrouver avec vraiment des écarts de vie à la fin d'une partie qui peut être vraiment très dangereux pour le maître du jeu. Je me suis retrouvé donc avec la campagne qui est fournie dans le bouquin. À la fin de la deuxième partie, j'avais un joueur, il lui restait un clone. Il lui en restait 2 juste avant le débriefing. Débriefing où il s'est fait défoncer la gueule parce que le joueur joue vraiment en mode ouais mais non j'écoute pas l'ordinateur, ouais mais non et surtout si, qu'il a deux putains de raclures à la table en plus il a met tout sur le dos dès qu'il fait une connerie. Lui en fait partie. J'adore lire les bouquins en plus c'est tellement régalé. Et donc on se retrouve parfois avec un joueur qui a plus qu'une vie et en tant que MJ dès le début on peut se retrouver mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tue? Si je le tue, il doit quitter la table, il se casse ou il est là à plus rien faire. Ça peut vraiment être un jeu à cas de conscience en cas de campagne. Ou alors, on peut trouver des entourloupes. Après tout, on est le maître du jeu. On peut très bien faire en sorte que le joueur, il y ait un bug et il revienne quand même, histoire que. Mais c'est compliqué. Disons que c'est pas compliqué à justifier, mais ça peut être assez injuste vis-à-vis des joueurs, même si après, le jeu... Paranoia n'est pas juste. Le jeu n'est pas juste. Enfin, l'ordinateur a raison, mais... L'ordinateur a raison, mais le jeu n'est pas juste. Mais sur un plan jeu, faire une campagne, c'est très rigolo. Mais j'aurais tendance, personnellement, à préférer le jouer en mode one-shot, avec des scénarios un petit peu plus orientés vers une idée, vers un concept, plus que vraiment faire une grosse campagne. C'est sûr.
Voilà, c'est extrêmement casse-gueule, surtout que qui dit ou c'est de la mini-campagne, et dans ce cas-là, peu d'intérêt, ou c'est une grosse campagne, mais dans ce cas-là, les joueurs, ils ont 6 clones, ils doivent pas crever, même si au bout d'une certaine accréditation, ils peuvent racheter des clones qui coûtent cher, sachant qu'il faut aussi qu'ils augmentent leur accréditation, etc., 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 ça peut être casse-gueule. C'est vrai que l'un ou l'autre fonctionne, mais typiquement, ça va plus dépendre de la manière dont les joueurs jouent, dont les joueurs interagissent les uns avec les autres, plus que vraiment le maître du jeu et son scénario. Donc qui dit grande campagne dit système de progression. Donc on a la progression par niveau d'accréditation. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout de mémoire. Au final, on gagne juste une espèce de format de crédit, il me semble. Non, à la fin d'une mission, les joueurs gagnent des points XP. Points XP en référence à Windows XP. Pas points d'expérience, c'est vraiment les points Windows XP. Ils peuvent utiliser ces points pour acheter des clones ou acheter des points d'attributs supplémentaires. Donc il y a un système de progression aussi comme ça. Sachant qu'on doit aussi acheter ces accréditations comme ça. Oui, les accréditations coûtent une blinde, les points coûtent une blinde. Non, honnêtement, tout coûte très cher. Tout coûte cher et la meilleure façon de gagner ces points XP, c'est de dénoncer ses petits camarades. C'est de trahir. Donc paranoïa. Voilà, c'est le jeu peut autant être orienté campagne, mais c'est dur. Ou one shot. Personnellement, je préfère le mode one shot. Ça permet surtout d'être un peu plus tranquille en mode allez, tirez-vous dans les pattes et puis c'est la rigolade. Ça limite les conséquences. C'est typiquement un jeu rigolade entre guillemets. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le commerce? Déjà, il faut savoir que là, comme on disait, on est en V8. Donc, tout ce qui existait avant est modérément canon. Ils ont revu un petit peu l'histoire générale du jeu. Donc, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème, ça ne va pas vous gêner pour jouer dans le complexe alpha. Cela dit, ce n'est pas obligatoire, contrairement à être heureux. Sinon, donc, le livre de base, qu'est-ce qu'on a? Et en supplément, qu'est-ce qu'on a? Alors, actuellement, le jeu se base sur 2 grosses box comme ça. Vous avez l'édition standard et l'édition deluxe. La grosse différence, c'est que l'édition deluxe contient l'écran, qui n'est pas disponible séparément. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. Il contient un flingue en carton. Flingue en carton qui peut être donné à n'importe quel joueur à n'importe quel moment afin d'exécuter ses petits camarades, par exemple. Il contient on a le petit trophée aussi, je crois. Un petit trophée qui permet de dire voilà, tu es le joueur de la partie. Il contient alors moi j'ai piqué le contenu de l'édition de luxe à un pote. Le petit livre de l'ultraviolet, un petit peu comme le petit livre de Mao, je crois, en Chine. Le manuel du citoyen qui contient tout un tas de petites informations. Très très drôle le manuel du citoyen, vous pouvez vraiment faire chier vos potes avec. Vous avez des informations comme le fait qu'on n'a pas le droit de porter un pistolet laser si on n'a pas un entraînement spécifique avant. Donc profitez. Le fameux pistolet, la petite figurine en carton à monter, l'écran que je trouve particulièrement joli. L'écran est très sympa. Malgré l'effet pixelisé qui donne un certain cachet. Qui théoriquement est la façon dont on voit, il me semble. Oui. En fait, on a une espèce d'interface de base qui fait qu'on voit le personnage, son accréditation, son nom complet et son niveau de traîtrise, bien sûr. On ne l'avait pas évoqué précédemment. Donc, ensuite, pour le contenu. Le livre de mission qui contient 4 scénarios si ma mémoire est bonne. Avec quelques pré-tirés. 5 pré-tirés. Il me semble qu'il y a un des pré-tirés d'ailleurs qui est bourré de fautes de frappe. Qui est bourré surtout, il y en a un qui est surtout bourré de fautes de le perso est pourri et que si tu as ce perso tu vas crever. Le livre donc du maître du jeu qui fait 120 pages dans lequel il y a toutes les informations nécessaires. Ce n'est pas non plus excessif, je trouve, 120 pages. C'est pas excessif. Pour un truc où il y a quand même du BG qui est assez profond.
Même si les joueurs ne le savent pas. Le fameux guide du complexe alpha, qui contient donc toutes les informations auxquelles les joueurs ont accès, ainsi que l'Alphapédia, c'est le Wikipédia du complexe alpha où vous avez... extrêmement utile. Voilà. Ça permet de faire pas mal de choses et d'éviter de faire beaucoup de conneries. Voilà. Ensuite, vous avez le livre du joueur, qui contient toutes les informations auxquelles les joueurs ont accès, ainsi que, à la fin, les fameuses cartes. Cartes qui sont aussi fournies au format physique, mais que j'ai mis sous blister et que j'ai laissé à la maison. Ça, ce sont des fiches perso. Il y a eu deux, donc comme je disais, il y a la version classique et la version deluxe. En plus de cela est sorti le livre des modes. Le livre des modes, c'est des fiches personnages alternatives avec certains attributs particuliers, donc qui permettent de jouer plus ou moins à d'autres époques, entre guillemets. Par exemple, il y a Créature et Château, qui a une interface un petit peu différente, un peu plus jolie. Alors je n'ai pas du tout essayé les modes. Je ne sais pas. On n'y a pas touché du tout. Il y a le mode licorne et paillettes. Et je pense que ça résume bien l'esprit du jeu. Surtout avec le mode licorne et paillettes, tu n'as pas d'attribut violence. Ah bah bien sûr. Ici vous avez l'attribut violence, vous ne pouvez pas taper avec le mode licorne et paillettes. C'est un petit peu normal. Donc reste à voir, je pense que ça pourrait être vraiment, quand on parlait des scénarios à adapter, le livre des modes vraiment peut donner des idées de scénarios. Par exemple, un scénario où les joueurs ne peuvent pas frapper, ça pourrait être très drôle. Il y a le mode investigation occulte qui se la joue un petit peu Cthulhu. Il y a le mode Kung Fu laser qui se la joue un petit peu années 80, néon, etc. Là où tout était de néon, pourpre et rose. Une version western et c'est plutôt sympa. C'est vrai que ça peut donner un peu de ajouter de la vie au jeu parce que des fois ça pourrait être un petit peu redondant, mine de rien. Voilà. Ensuite, il y a eu les livrets de clarificateurs. En gros, c'est des fiches perso mais sous forme de livret, ce qui permet en fait de conserver l'intégralité de tous ces clones. Voilà. Et tac. Ah oui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 8 versions plus une. Il y a eu l'édition Retro Gaming qui a un pavé comme ça de quasiment 400 pages, qui contient donc un système de règles complet et qui contient tout un tas de scénarios qui étaient inédits aux versions françaises. Voilà. Sachant que les coffrets, l'édition de base, je crois qu'elle coûtait 50€, l'édition Deluxe coûtait dans les 70-80€, l'édition Retro Gaming coûtait 100€, le livre des modes, je crois qu'il coûtait 12 ou 15€, les fiches de clarificateur coûtaient 20€, et je parle bien au passé, parce que tout cela est édité chez Sans Détour. Et actuellement, Sans Détour fait des soldes énormes, et tout est quasiment à moins 50%. Donc profitez-en. Donc profitez-en tant que le jeu est encore disponible, parce que selon moi, on n'est pas prêt de revoir une nouvelle édition de Paranoia. Il y a des chances. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être qui est dommage dans un sens, mais voilà. Est-ce que du coup il y a des suppléments qu'on aimerait voir? Niveau supplément, alors à mon sens il y a déjà largement ce qu'il faut, surtout entre les éditions précédentes, etc. Voilà, disons que moi je suis fan des scénarios préfaits, donc avoir des petits recueils de scénarios, je dis jamais non, je crois que c'est je crois que je le dis à chaque fois, des mini campagnes, même s'il y a quand même beaucoup de contenu VF VO qui est disponible au niveau scénario, notamment. Encore une fois, c'est un vieux jeu, donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Le légendaire Rouge Banane, voilà, qui est un scénario qui est très connu de Paranoia. Mais je pense que on est face à un jeu qui est arrivé à sa fin. Je pense que le jeu est fini, qu'on n'aura plus de nouvelle édition, et c'est bien dommage. Et donc conclusion, qu'est-ce qu'on pense de jeu? Déjà moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Moi aussi.
C'est un jeu auquel je joue volontiers parce que ça va changer d'univers, c'est très drôle, ça détend. On a quand même tout ce côté compétitif entre les joueurs qui, à ma connaissance, ne se trouve pas dans les autres jeux de rôle. Je sais pas si on a. C'est très rare. Ouais, bien sûr, on a le côté politique dans Vampire la Mascarade, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment pareil. Il y a pas. C'est rare de trouver des joueurs qui se tirent dans les pattes littéralement. Voilà, on n'a pas autant ce côté récompense immédiate à en faire baver ses copains. Peut-être INS. Alors INS, en vrai non, parce qu'INS, ce que tu fais n'a pas d'importance, ce n'est que ton rapport de mission à la fin qui compte. MJ d'INS. V4. C'est dommage qu'ils aient arrêté après la V4. Bref, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Le seul problème qu'on peut avoir avec Paranoia, c'est qu'au bout d'un moment, vous risquez d'avoir une certaine redondance, même si là, on a vu, il y a tout ce système de mode qu'on n'a pas encore abordé, qu'il faudrait essayer. On fera peut-être éventuellement une parenthèse sur le sujet si l'occasion se présente. Mais voilà, Paranoia, c'est pas vraiment un jeu où vous allez pouvoir faire des campagnes sur des années et des années, mais de façon très ponctuelle, c'est super sympa. Voilà. Est-ce que du coup on a quelque chose à ajouter? Êtes-vous heureux, citoyen? Êtes-vous heureux, citoyen? Si vous êtes heureux, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la petite cloche. N'oubliez pas, l'ordinateur est votre ami.